édition de Grand Dialogue de cet après-midi, le mardi 3 août 2022. Nous sommes en direct sur Eras News à partir de notre studio de Londres. Vous écoutez la voix de René Rochkitoko, votre journaliste qui vous présente le Grand Dialogue. Cet après-midi, nous avons le plaisir de parler d'une situation que nous avons déjà évoquée ici la semaine dernière autour du gouvernorat de Lualaba. Et donc cet après-midi, nous allons encore parler de ce gouvernorat où la plupart des gens ont spéculé sur la situation relative au gouverneur Richard Mouyej, qui est bloqué en République, enfin qui est bloqué à Kinshasa, la capitale, qui ne sait pas rejoindre son poste de travail. Mais actuellement, le gouvernorat est assuré par la vice-gouverneure Madame Fifi Masuka, qui gère le gouvernorat de main de professionnels et qui fait avancer quand même les activités dans cette partie de la République démocratique du Congo. Pour ainsi nous aider à comprendre la situation réelle qui se passe dans ce gouvernorat, en quelque sorte, c'est un peu des réponses que l'intervenant de tout à l'heure va nous apporter par rapport à ce qui s'est passé la semaine de formation que nous avons reçue la semaine dernière lors de notre grand dialogue de la semaine passée. Il s'agit de M. Mardochine Ntsele, qui est le communicant principal de la vice-gouverneure Mme Fifi Masuka, et il est également communicant du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, M. Mardoché est en direct en duplex avec nous sur Eras News et Canal 54 TV à partir de là-bas. M. Mardoché Ntsele, bon après-midi chez vous. Merci mon frère. Voilà, vous êtes en direct. Pour commencer, tel que j'ai annoncé l'émission, avant de commencer, en tout cas pour l'intérêt de nos auditeurs de Eras News, les téléspectateurs des Canal 54 TV, pourriez-vous d'abord commencer par vous présenter vous-même, de sorte que ceux qui vous écoutent puissent avoir une idée sur votre personne. Merci beaucoup. Je me nomme Mardochine Seleminga. Je suis coordonnateur national de la nouvelle génération pour changement. Je suis le communicant principal du gouverneur Fifi Masuka Saini. Et je suis communicant aussi du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est quelle occasion, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris. Vous avez dit que vous êtes le coordonnateur de Cogeno, c'est ça? De la nouvelle génération pour le changement LGC Annecy. Oui, qui fait quel travail exactement, cette nouvelle génération? C'est une association qui a pour objectif soutenir toutes les actions de la présidence d'institutions qui rentrent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le tribalisme et la corruption. Combattre les abus inhérents à l'exercice du pouvoir sur toute l'étendue publique pour la promotion des valeurs et la naissance d'une nouvelle citoyenneté. C'est une ASBEL qui est représentée dans plus de 16 provinces dans la République démocratique du Congo et nous en sommes fiers quand même. Et vous avez déjà mené des activités sur le terrain? Nous avons mené beaucoup d'activités, beaucoup d'activités sur le terrain et surtout nous avons aligné beaucoup d'actions qui vont dans le sens de décourager le mal en dénonçant plusieurs gestions dans les différents secteurs de la vie et nous insérons aussi les dossiers avec le gouverneur Mouyej, l'ex-gouverneur du Lualaba. Alors je pense que la nouvelle génération, c'est une structure connue de tous qui fait son travail et qui le fait bien. Qui le fait très bien. Et donc vous avez des feedbacks positifs? Bien sûr, bien sûr. Et donc les populations apprécient le travail que vous faites sur le terrain? La population apprécie notre travail, c'est pour vous dire que même sous la table de la NGC, nous avons toujours des plaintes, des dénonciations de la population pour le travail que d'autres dirigeants sont en train de mener, mettre les intérêts généraux de côté au profit des intérêts catégoriels. La nouvelle génération, ce n'est pas nécessairement pour pousser les gouvernants à prendre en considération les désirs de notre peuple. Vous savez que l'objectif du pouvoir public, c'est la réalisation de l'intérêt général. Et nous sommes là pour faire pression aux gouvernants afin que ces derniers se conforment, n'est-ce pas, à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est celle de privilégier le peuple d'abord. Et donc, vous avez dit tout à l'heure, vous étiez représenté dans combien de provinces? 7 provinces, c'est ça? Bien sûr, 16 provinces. Lesquelles? Nous sommes dans la province du Lualaba, la province du Haut-Katanga, nous sommes dans la province du Haut-Lomami, la province du Lomami, la province du Tanganyika, nous sommes dans la province du Kasaï. Je vais parler du Grand Kasaï, donc Kasaï-Chikapa, Kasaï central, Kananga, nous sommes dans la province du Kasaï oriental, nous sommes au Sankuru, nous sommes à Kinshasa, nous sommes dans le Kwilu, nous sommes à Maïndombe, je vais parler du Congo, nous sommes au Nord Kivu, donc nous sommes aussi à Kinshasa.
Donc, Congo central en gestation. Et c'est vous le coordonnateur de toutes ces activités? Bien sûr, je suis le coordonnateur national. Comment est-ce que vous y prenez alors avec autant de responsabilités? Et bien sûr, vous savez, le problème, c'est la passion. J'ai choisi ce travail par passion, par conviction. Je me suis dit, je dois m'investir dans ça. Je me suis forgé l'objectif ensemble avec le cofondateur de cette association pour parvenir, n'est-ce pas, à l'objectif. Et nous nous sommes dit que le Congo serait un Congo meilleur si le socle, n'est-ce pas, doit être construit avec des valeurs. C'est pourquoi nous nous battons pour qu'on ait un nouveau Congo qui serait assis sur un socle de valeurs. C'est pour cet objectif que nous nous battons avec le moyen de bord pour exprimer notre attachement à ces objectifs afin de susciter le soutien du peuple et de tout le monde. Et donc, représenter autant de provinces, et dans chaque province, il y a des activités qui sont menées au quotidien, qui transforment quand même le Togolais dans ces différentes provinces, et quelles sont vos projections dans d'autres provinces? Parce que le Congo est représenté par au moins 26 provinces, là, il vous en manque encore, hein, du travail. Hein. Dans d'autres provinces, nous nous préparons parce que le plan d'action de la nouvelle génération sur le plan national, c'est de pouvoir occuper toutes les provinces parce que nous avons eu difficulté, c'est un problème de moyens de ce qu'on nous tous, nous nous battons avec le moyen de bord, j'essaie que petit à petit nous allons y arriver. Nous allons arriver, je sais que nous sommes déjà dans plus de 16 provinces, c'est quelque chose de grand, c'est une avancée très significative, nous pourrons encore faire beaucoup d'efforts pour aller dans notre province plus est. Alors, pour l'intérêt de ceux qui nous écoutent pour le moment dans ce programme, est-ce que vous pouvez nous dire comment est financée ces activités, cette structure-là? Bon, vous savez, il y a une association d'après la loi, c'est après, avec les cotisations des membres, les subventions, je veux parler des soutiens des uns des autres, et en même temps, tout le monde s'implique pour l'avancement de la structure. De toutes les façons, c'est l'autoprise en charge, quoi. Et donc, les provinces ne sont pas impliquées dans le financement? Non, toutes les provinces, bien sûr, il y a les coordinations provinciales, et chaque coordination s'organise, n'est-ce pas, pour autofinancer les activités de la nouvelle génération, partout où nous sommes représentés. Nous refusons le parrainage de politique pour éviter, n'est-ce pas, l'instrumentalisation de la jeunesse, parce que c'est parmi les éléments que nous combattons. Excellent. Alors, Monsieur Marocher, hein, nous allons entamer notre thématique de cette émission, de notre édition de cet après-midi, monsieur. Il s'agit de parler du Lualaba. Nous allons parler de deux sujets. Le premier sujet sur le Lualaba, la situation actuelle, et également parler de la sortie médiatique de l'ex-vice-président de l'Assemblée nationale, M. Kaboundou Kaboun, qui a quitté le bateau Félix Tshisekedi, qui a quitté le bateau UDPS, qui a formé son propre parti. Et donc, ça sera la deuxième partie de cette émission. Alors, parlons d'abord du gouvernorat de Lualaba. Quel est l'état de santé actuellement du gouvernorat? Le gouvernement provincial du Lualaba, dirigé par son Excellence Madame Fifi Masuka Seini, la représentante du chef de l'État dans cette plateau en public, se porte très bien. La province évolue à pas de géant. Il y a plusieurs ouvrages qui sont en train d'être réalisés. Il y a des projets qui sont, n'est-ce pas, en marche. Et la province est debout. Dans 19 mois, je peux vous dire que le bilan est très positif parce que la province venait sortir d'une situation malencontreuse caractérisée par des détournements de fonds de l'État avec l'administration passée dirigée par le gouverneur Mouyej. La province aujourd'hui est ignorée par une femme parce que plusieurs personnes ont essayé de spéculer sur sa personne. Ils ont jugé l'apparence, mais ils ont ignoré que les qualités s'y cachent à l'intérieur. Ils peuvent être exprimées par les actions. Qu'est-ce qu'ils ont, excusez-moi, qu'est-ce qu'ils ont jugé, qu'est-ce qu'ils ont reproché, qu'est-ce qu'ils ont jugé en elle, qui pouvait entacher à son image? La compétence, la détermination, le patriotisme, la sagesse, n'est-ce pas? Et puis la perspicacité. On l'accusait d'abord, on l'accusait d'incompétence ou de compétence? Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? De quoi était-il? La compétence en politique. La compétence en politique, d'après l'entendement des autres, ce n'est pas parler un beau français. C'est bien s'habiller, ou les carrosses. La compétence en politique, c'est lorsqu'on est présent, lorsqu'on exécute, n'est-ce pas, de manière parfaite, la vision du chef de l'État à travers le programme d'action de la province. Fifi Masuka, au Lualaba, c'est pour une première fois qu'une femme se conforme à la vision du chef de l'État venu Tshisekedi. Et nous avons vu, dans peu de mois, des actions impactées visibles dans l'ordre de la vision du chef de l'État. Parce que vous savez que le chef de l'État travaille pour le peuple. Il a dit que les institutions doivent travailler pour le peuple. C'est ça même l'idée maîtresse de l'Union sacrée de la nation. Alors aujourd'hui, nous avons vu,
il y a eu maximisation de recettes. Parce que je veux vous rappeler, à l'époque du gouverneur Mouyej, la province ne vivait qu'une seule taxe. Et la province vivait en dessous de ce moyen. Or, c'est la capitale mondiale du cobalt. Excusez-moi. Le là-bas regorge plus de 63%, n'est-ce pas, de réserves de cobalt au niveau mondial. Et on peut voir dans cette partie de la province les ministères qui louent de maisons, où il n'y a pas d'infrastructure de base. Vous comprenez? Des antivaleurs institutionnalisées. La population abandonnée. Et nous avons vu aujourd'hui une femme qui vient au chevet de malade, qui se tient debout, elle travaille. Aujourd'hui, elle est l'unique vice-gouverneur. Je veux parler vice-gouverneur, mais gouverneur intérimaire, qui a fait une prévision budgétaire de plus de 1 milliard de dollars, soit 10% du budget national. Et là, elle a maximisé autant d'argent. Nous sommes arrivés jusqu'à 900 millions de dollars. Dans une petite échéance, vous avez vu comment le dollar joue un grand rôle, n'est-ce pas, pour la République. Et il y a des retombées positives. Parce que dans la palette ménagère, il y a quelque chose. Masuka avait doté la province du Lualaba des infrastructures dignes de ses richesses. C'est une province riche. Nous devons voir des édifices, des infrastructures de l'État relatives au niveau de la province. Masuka a fait de la province du Lualaba une province cosmopolite, où vous trouvez toutes les langues. Toutes les langues parlent le même langage d'Oriel, le chef d'État Félix Tshisekedi. Masuka, elle est là, elle travaille pour consolider l'unité nationale. Après, il y a eu un dialogue interprovincial entre Gonkatanga et Grand-Kassai. Masuka en était pour beaucoup, elle s'est impliquée pour faire valoir, n'est-ce pas, ses valeurs, le vivre ensemble. Parce que vous savez, normalement, d'après René Michelin, on dit la population est une âme, il vouloir vivre collective. La femme du Lualaba, la gouverneure du Lualaba a fait beaucoup des avancées très significatives dans peu de temps. Un travail qui devrait être fait dans 3 ans, mais c'est fait dans une année, et il y a des jalons. Elle imprime un leadership féminin robuste au service de la population. Et nous devons nous sentir heureux d'avoir des femmes pareilles. Elles font partie de cette tête d'affiche de femmes africaines qui se battent normalement pour la cause de leur peuple. Donc, sans fanatisme, sans avoir de penchant, Masuka réalise un travail impeccable et elle est une fierté parmi les managers du chef de l'État Félix Tshisekedi. Et bien voilà, c'est un communicant de Mme Masuka qui parle, et c'est normal que vous apportiez cet éclairage dans ce sens, dans cette direction. Je peux le prouver aussi. Mais justement, donc, essayons de voir les choses clairement, répondons quand même à certaines questions, des questions auxquelles le commun des mortels, en tout cas, se posent. Du moins, les Katangais et certains Congolais, justement, qui posent des questions autour de ce gouvernement. D'abord, pour commencer, quel est le statut légal aujourd'hui, le titre légal de Mme Masuka? Elle est gouverneure intérimaire de la province du Lualaba. Je vais vous expliquer la lumière de la loi. D'accord. La loi sur le principe, la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration de la province a prévu que dans une province comme une région, il doit y avoir un gouverneur et un vice-gouverneur. Ils ont tous un juge naturel commun. C'est la Cour de cassation. Maintenant, le cas où se trouve, la situation où se trouve la province du Lualaba pour le moment, c'est que le gouverneur de province a été empêché. Définitivement, pourquoi? Parce qu'il a détourné l'argent de l'État pendant l'exercice de cette fonction. Or, la loi dit, nous sommes à l'article 68 de la loi sur les principes fondamentaux à la libre administration de province, qui stipule que si un gouverneur de province, pendant l'exercice de sa fonction, se retrouve coupable d'une infraction de droit commun, entre autres le détournement ou l'outrage à l'Assemblée, l'Assemblée doit le mettre en accusation conformément au règlement de l'intérieur de cette grande institution provinciale. Et là, je me réfère à l'article 205. N'est-ce pas, qui se conforme à l'article 68. Je me réfère à l'article 204, n'est-ce pas, dit le FIP. Vous allez vous rendre compte que le gouverneur a été mis en accusation après la publication du rapport de l'inspection générale des finances. Et l'inspection générale était venue enquêter en urgence, conformément à l'article 202 de la même loi, qui stipule qu'en cas de dénonciation, la mission de l'IGF doit enquêter en urgence, n'est-ce pas, et déposer le rapport à qui de droit. La chose était faite, et on avait même donné les chances au gouverneur Mouyej de présenter les moyens de défense, apporter les pièces justificatives de la dispersion de plus de 367 millions de dollars dans une échéance de 24 mois. Et il n'y a pas eu de preuve. L'IGF a pris le rapport à déposer à l'Assemblée, et l'Assemblée devrait se conformer à la loi sur la décentralisation. Et maintenant, la mise en accusation a été bien suivie conformément à l'article 157 du règlement de l'intérieur. La première s'est très bien déroulée et le gouverneur a été mis en accusation par 11 députés sur 17.
j'ai parti saisir la Cour constitutionnelle à l'appel pour évoquer des exceptions. Entre autres, l'absence du quorum, le quorum qui n'était pas atteint après le cambriolage, et aussi le non-respect des droits de la défense. Mais moi, je suis juriste. Je vous dis en droit positif comme vous l'êtes. Nulle part dans la procédure de la mise en accusation, la loi a prévu que celui qui serait mis en accusation peut avoir un droit de justiciable. Parce que le rapport, c'est l'infini des OPG à compétences spéciales qui sont les inspecteurs de l'IGF. Dans cette circonstance-là. C'est-à-dire, si le gouverneur avait à se justifier, il devait réunir le droit de la défense aller en justice. Parce que là, le rapport est déjà en justice, il doit se justifier devant ce juge naturel. Deux, l'exception qui était soulevée par rapport au quorum, je vous dis que le député là-bas sont au nombre de 22 de manière générale, mais il y a un député qui a perdu son mandat parce qu'il était mort, l'honorable Kovaci Mugabe à son âme. Il y a un député qui a été frappé d'une motion résidentielle, il n'existait plus, il reste au nombre de 20. Et parmi les 20, il y a un député qui avait perdu son mandat parce qu'il a été condamné au premier ou au deuxième degré. Donc, ils sont restés au nombre de 19. Et tous les 19 ont participé à la plénière de la mise en accusation de l'ex-gouverneur Bouyège. Et parmi les deux, il y a deux qui sont sortis, ça ne fait pas un problème. Les quorums est resté intact parce qu'ils étaient au nombre de 17. Et les 17 ont participé au vote. 11 ont voté pour, 4 ont voté contre, et les 3 se sont abstenus. Et puis, on a clôturé là-bas. Et d'ailleurs, la loi dit ceci, nous sommes dans la Constitution à l'article 160. Alinéa 4, qui stipule que si un gouverneur est mis en accusation, il doit déposer sa démission dans les 24 heures qui suivent. Et s'il ne le fait pas, la démission est faite. Vous avez compris? Donc, à partir du jour où la Cour constitutionnelle a pris acte, n'est-ce pas, de la mise en accusation du gouverneur de province, il cessa d'être gouverneur. Vous comprenez? Et après, le rapport de l'IGF a été transféré avec la résolution au niveau de la Cour de cassation qui est le juge naturel du gouverneur Bouyège. Et la Cour a écrit à travers le procureur général, je veux parler du parquet, à travers le procureur général, à l'Assemblée pour qu'on vote, n'est-ce pas, la résolution des poursuites judiciaires contre le gouverneur. Et ça a été fait. Vous comprenez? Et maintenant, en son tour, la loi exige que Mme Massouka devrait avoir la confirmation du ministère des tutelles. Je parle du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, qui devrait confirmer son intérim pour qu'elle ait la plénitude du pouvoir, au fait de ne pas préjudicer le fonctionnement des institutions, parce que vous savez que les institutions reposent sur 4 principes cardinaux, parmi lesquels on retrouve la continuité. Pour ne pas préjudicer la vie du peuple, la vie des institutions, on doit continuer. Donc, l'article 64 de la loi électorale donne le pouvoir à Massouka d'assumer le transfert des affaires courantes. Il ne faut pas suivre les communs des bordels. Ce sont des gens qui développent les fictions qui relèvent de l'ère imaginaire. Mais Massouka est dans la conformité, en règle avec la loi, elle se conforme à la loi, elle cherche selon la loi, et même lors du remaniement du gouvernement. Je veux parler des réaménagements techniques parce qu'il ne s'agit pas des remaniements, il y a eu des urgences. Lorsque le gouverneur a été mis en accusation, quelques ministres ont délibérément accepté de laisser leur poste. Ils ont refusé de servir Madame le vice-gouverneur. Ils ont pris entre guillemets le problème climatique. Or, c'est un problème institutionnel, un problème qui intéresse tout le monde. Ils ont refusé de servir la province. La province a pris acte. Et les ministères restent. Il y a eu d'autres ministres qui ont fait des cliniques de fonction. C'était un handicap pour la bonne marche du gouvernement. Et cette urgence devrait normalement faire impliquer le ministre de l'Intérieur pour autoriser Madame le gouverneur à réaménager techniquement pour que d'autres têtes prennent la possession de ces ministères pour assumer la bonne marche du gouvernement. Et il y a eu aussi la légalité parce que l'autorisation était écrite, mon frère. Qu'on ne vous trompe pas, Massouka Seyni, c'est une femme très sage, une femme qui gère très bien cette province, et c'est une fierté pour la féminité congolaise et africaine. Oui. Je vous dis, il n'y a pas eu de l'illégalité, ce sont juste des fictions. Tout le monde est libre, nous sommes en démocratie, tout le monde a son point de vue. Justement, mais ce sont la vérité. D'accord, M. Mardochi, hein, nous vous suivons avec attention, et tous ceux qui vous écoutent en tout cas, vous suivez avec attention. Et comprenez que dans cette situation, l'Assemblée provinciale, quand même, procède par une voie démocratique pour élire les responsables. Madame Massouka n'a pas été élue démocratiquement, ce qui veut dire, en d'autres termes, ils ont broyé la procédure. Parce qu'il n'a pas été. Il n'a pas été élu par les députés provinciaux. Il a été placé sans le respect de la procédure démocratique. Parce qu'il s'agissait d'un ministère de tutelle. Et pendant ce temps, peut-être, non. Peut-être qu'on ne vous a pas bien donné l'information. Massouka a été élu démocratiquement par les élections plurinominales indirectes.
c'est-à-dire elle a été élue par des députés provinciaux comme vice-gouverneur de province. L'institution vice-gouverneur en République démocratique du Congo veut dire que le gouverneur de province, en tant qu'animateur de cette grande institution, peut être frappé, n'est-ce pas, d'un empêchement provisoire ou définitif. Pour ne pas empêcher la bonne marche des institutions, c'est son adjoint, au nom de la théorie des présidences, qui doit assumer, n'est-ce pas, le transfert des affaires courantes. Vous comprenez? C'est ça ce que dit la loi. Et si ce n'est pas le vice-gouverneur, même si les deux sont frappés d'incapacité ou d'empêchement, c'est le ministre président qui est le ministre de l'Intérieur qui va assumer l'intérim. Vous avez vu même au Congo central, il y a eu un ministre de l'Intérieur qui a même remanié le gouvernement. C'est au nom de la théorie de la présidence pour ne pas préjudicer la bonne marche des institutions. Vous comprenez? Et maintenant, pour qu'il ait la plénitude de pouvoir, afin de prendre de grandes décisions, pour signer des contrats avec le il faut que le ministre de l'Intérieur, le ministre des tutelles, puisse signer sa confirmation à travers un télégramme. C'est comme ça que ça se passe, selon la loi. Les institutions sont gérées selon la loi de la République. C'est de cette façon que les choses doivent marcher. D'accord. Et que direz-vous justement à ces mauvaises langues ou bonnes langues qui disent que Mme Massouka ne respecte pas la procédure démocratique parce qu'elle ne rend pas hommage, elle ne rend pas des rapports au sein de l'Assemblée nationale, mais elle se déplace à Kinshasa où elle va directement le président de la République et rendre des rapports. Ça, ce sont les Congolais qui en parlent tous les jours. Très bien. Mais quand on parle de l'exécutif national, ce n'est pas le Premier ministre, c'est le chef de l'exécutif national, c'est le président de la République. Et je voudrais vous dire qu'en matière de gestion sous l'intérim, on co-gère la province ensemble avec Kinshasa, avec les hautes institutions. C'est-à-dire, il y a des décisions d'ordre national que ne peut pas prendre seul, elle peut prendre en collaboration avec le président, le Premier ministre ainsi que le ministre des tutelles. C'est de cette façon que ça fonctionne et c'est comme ça que la loi a préféré que ça soit ainsi pour éviter de la mégestion et d'autres ingérences au sein de la province. Donc, je voudrais vous dire que la province se gère conformément aux lois de la République et Mme Massouka gère démocratiquement la province. Monsieur Mardoché Nzele, que direz-vous justement à ceux qui pensent que Mme Massouka, malgré tout, qu'elle gère positivement, que les actions sont en train d'être menées de manière professionnelle dans cette province? N'empêche qu'il y a des Katangais, des Belabé également, qui pensent que Richard Mouyej est gardé à Kinshasa de manière injuste. Non, il n'est pas parti de manière injuste. Non, je veux dire, il est gardé à Kinshasa de manière injuste et que la plupart, justement, exigent qu'il rentre occuper son poste. Est-ce que ceux-là sont informés de l'information que vous nous donnez pendant notre émission? Et que la baisse oui, je vous dis la vérité. On ne peut pas avoir un gouverneur en fonction en même temps postulaire de la justice. Ça n'existe pas dans notre politique. Pourquoi dans la procédure de l'arrestation, nous sommes dans la phase préjuridictionnelle, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un est poursuivi en justice, il doit normalement être surveillé par la justice afin qu'il ne se soustraie pas de la justice. Ça risque de mettre la justice dans l'ambiguïté. C'est de cette façon-là, parce que le Congolais aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance au Congolais. De toutes les façons, quand quelqu'un est poursuivi en justice, il va prendre tangente, il va se réfugier ailleurs, et la justice souffre. Avec la perte de plus de 367 millions de dollars, la province a besoin que cet argent rentre, ça va servir la population. Vous comprenez? Il n'y a personne qui ne veut pas refuser de lui rendre, ce n'est même pas le chef de l'État, mais lui a affaire à la justice. Il doit répondre à la justice. Quand il doit finir avec la justice, il aura la possibilité de rentrer chez lui, mais on n'a pas de problème avec lui. Mais est-ce que lorsque vous entendez les gens dire par exemple que Richard Mouyej n'aurait pas détourné tel que vous le dites, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Bien sûr, le rapport a été élaboré par l'inspection générale des finances, l'institution où l'organe est habilité à faire ce travail. On a enquêté sur l'existence des comptes fictifs dans la province du Lualaba, les détournements de sommes colossales, la signature de contrats diaboliques ici qui a approuvé la province. En même temps aussi l'enrichissement illicite. Dans le moins de 24 mois, nous avons connu des milliardaires, des millionnaires qui nous ont foutu ici. Mais un des sorts de la province était plongé dans le marasme. C'est de cette façon-là que lui, j'ai fait venir enquêter et c'était la vérité. Toutes les accusations portées contre lui, il n'y a jamais eu un rapport contraire. Et c'est la vérité en tout et pour tout ce que je vous dis, c'est connu de tous. Alors, ceux qui sont intervenus à notre antenne ici, qui ont parlé, qui ont pris une autre direction de l'information, en nous informant les choses différemment, qu'est-ce que vous leur diriez? Bon, je voudrais vous dire ceci.
par rapport à ce que les gens disent, vous savez, en politique, chaque personne est libre de mettre son point de vue. Certains ont le geste, certains catombistes, bien sûr, mais nous sommes des républicains. Notre problème, c'est l'intérêt de la population. Dans le tshisekidisme, c'est un régime qui vient corriger, n'est-ce pas, ce système de satisfaction des intérêts catégoriels. Là, c'est notre peuple ou rien. Et c'est pourquoi la population soutient Masuka Selimi, parce qu'elle a mis le peuple au centre de tout intérêt. Et nous avons compris qu'aujourd'hui, la politique, n'est-ce pas, de tourner, manque de traçabilité dans le sortie de faux, l'entrée de faux, les signatures des contrats diaboliques, et ça a pris fin. Aujourd'hui, la population se retrouve. Vous avez vu aujourd'hui, il y a eu quelques jeunes qu'on appelle sans-abri ou chégués, de manière qu'on les appelle, ils ont été envoyés à Kanemagasese pour être préparés pour leur réintégration sociale. Donc, les mains nécessaires peuvent être très nécessaires pour servir notre peuple. Donc, Masuka, c'est une femme qui mérite beaucoup de respect, et les gens peuvent parler, mais sur le terrain, ils ne parlent pas parce qu'ils connaissent que la vérité, elle est tout autre. Alors voilà, la vérité elle est tout autre, c'est sur le terrain justement qu'on peut faire le constat par rapport aux avancées des travaux et de l'approche qui est là sur la population congolaise pour suivre la vision du chef de l'État congolais, le Félix Etienne Tshisekedi Tshilombo. Alors, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent pour le moment que vous êtes en train d'apporter un droit de réponse. Le droit de réponse, c'est par rapport à toutes les déclarations de Congolais de Lualaba, justement, qui sont passés à nos antennes, mais pour nous apporter un cloche différent du vôtre. Et donc, vous êtes le communicant principal donc, de Madame la gouverneure Fifi Masukia. Nous pouvons confirmer qu'elle est gouverneure ou elle est vice-gouverneure. Qu'est-ce que nous pourrons dire? Comment pouvons-nous l'appeler? Elle est gouverneure ad interim, gouverneur intérimaire. Elle cessera d'être gouverneur intérimaire après les élections de 2023. D'accord. Et pendant ce temps, c'est elle qui gère le gouvernorat qui... C'est elle la patronne de l'exécutif provincial. Et admettons que... Une question. Admettons que Richard Mouillet se levait de tout soupçon, par exemple, de la justice, qui n'a pas encore dit son mot. Hein. La justice n'a pas été encore dite sur cette question. Admettons que Richard Mouillet est rentré là-bas aujourd'hui. Est-ce qu'il va occuper son poste de gouverneur? Non, je serai comme tous ces... Monsieur, nous vous avons perdu. Et voilà, nous avons perdu Monsieur Mardochier. Parce que son mandat a déjà pris, jour où la Cour a pris acte. Est-ce que vous pouvez répondre parce qu'on ne vous a pas bien capté? Ah? Nous ne vous avons pas bien capté, Monsieur Mardochier. Est-ce que vous pouvez confirmer ce que vous venez de dire parce qu'on n'a pas entendu? Il y a eu une interruption à l'antenne. Voilà, nous sommes interrompus en tout cas, les problèmes de connexion avec notre intervenant en partie du Lualaba. Comprenez que ce sont des questions sérieuses que nous posons par rapport à cette confusion qui règne au Lualaba. Alors, M. Mardochier, il est communicant principal de Madame la gouverneure Fifi Masukia. Il répondait à nos questions justement sur cette question de sa prise de pouvoir dans son gouvernorat. Il nous confirme que Mme Masuka continue à faire son travail de manière convenable et qu'actuellement, le travail qu'elle est en train d'effectuer justement dans cette province répond justement aux attentes de la population et répond justement à la vision du président de la République. Donc, nous espérons que M. Mardochier va nous recontacter justement pour continuer notre entretien, notre grand dialogue de ce mardi 3 août 2022. Je rappelle que vous pouvez toujours nous contacter au 44 73 06 18 soit 15 27 pour intervenir à nos différentes émissions, à nos grands dialogues quotidiens. Nous avons 4 éditions dans la journée et à tout moment, vous pouvez toujours nous joindre justement pour intervenir sur les différentes thématiques que nous évoquons au quotidien. Donc, nous allons essayer de nous reconnecter avec notre intervenant, M. Mardochier, qui pourrait probablement être à l'antenne pour le moment. Et nous espérons justement que les auditeurs qui sont en train de nous écouter pour le moment sont toujours aussi nombreux à suivre votre émission, Le Grand Dialogue.
Nous sommes en train justement de nous reconnecter avec M. Mardoché Ntele en République démocratique du Congo. M. Mardoché, nous étions interrompus par un problème de connexion. Est-ce que vous pouvez toujours nous confirmer que M. Richard Mouyejeu est out, si jamais revenait? Il ne revient pas avec la casquette du gouverneur, il va revenir avec une casquette d'un citoyen congolais qui était en conflit avec la justice. Parce que de toute façon, qu'on ne vous trompe pas qu'il serait il va restituer le 367 millions. C'est confirmé dans le rapport de l'institution de finances. Et je voudrais vous dire que la grande peur, c'est quand il a peur de ne pas se présenter parce que il a peur de ne pas aller en prison. C'est ça. Et d'après vous, pourquoi ne peut pas, la justice ne se saisit pas de l'affaire? Parce que la justice n'a pas encore dit son mot. Bon, vous savez que ça, c'est une question directe de la justice. La justice a déjà eu son mot. La justice, à travers le procureur, on avait demandé à l'Assemblée de voter une résolution de poursuite judiciaire. Ça a été déjà fait. Et là où il doit répondre, il a déjà signifié. Il doit répondre devant la justice pour justifier, n'est-ce pas, la disparition de ce 367 millions de dollars qui a représenté une gestion opaque des finances dans ce partenaire public. Eh bien voilà, 360 millions de dollars quand même, et ça fait beaucoup, en tout cas, pour une personne qui détourne en dépit des problèmes qui traversent le peuple congolais. Alors, M. Mardoché, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission. Directement, nous allons parler de la sortie médiatique de M. Kabo Dakabo, de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale et proche du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était membre, vice-président AI de l'UDPS, l'homme de confiance du chef de l'État congolais. Le voici aujourd'hui dans l'opposition. Sa sortie ne vous a pas fait peur? Non. Sa sortie ne peut pas me faire peur. C'est la sortie d'un citoyen congolais qui cherche à faire son opposition. Mais ça crée des frustrations. Ça crée quand même des frustrations au rang de l'UDPS. Non. Pas du tout de frustration. L'opposition est légitime. D'après le loi de la République, l'opposition est reconnue par l'État. Oui, mais d'accord, l'opposition est reconnue, mais c'est là avec la boule quand même, ça va faire dégonfler là. Je vais arriver là-bas. Ouais. Nous avons connu beaucoup de personnes sous les régimes de Kabila qui ont laissé Kabila. Je prends l'exemple avec Pierre Lombi, je prends l'exemple avec Moïse Katumbi, je prends beaucoup d'opposants qui sont partis. Je peux reculer à l'époque de Mobutu, je prends les tests parlementaires parmi lesquels se trouve le père même politique du monde de Kabonde, et le père biologique et politique aussi de notre président, son excellence Félix Tshisekedi. Je n'ai jamais vu ces opposants un modèle de l'opposition dans notre pays, n'est-ce pas, pressé par des antivaleurs, la médiocrité, excusez-moi le terme, l'insolence, le manque de respect à l'institution président de la République. Je ne l'ai jamais vu. Parce qu'on ne peut pas devenir opposant lorsqu'on se dit qu'on a des secrets à dire. Non. C'est une façon de salir de manière mauvaise la réputation du président Félix Tshisekedi. Parce que tout devient mauvais. Pourquoi? Parce que quand Kabonde était avec le chef de l'État et qu'il voulait réellement devenir un bon opposant, il devrait commencer à dénoncer le mal pendant qu'il était au sein du régime, comme le faisait Mobutu, ainsi que les autres. Et tout ce qu'il a dit, ce sont des mensonges. Parce que Félix Tshisekedi prépare les élections pour 2023. Kabonde dit qu'il y aura un glissement. Mais il n'y aura pas un glissement, il y aura bien les élections. Kabonde nous parle, n'est-ce pas, de transfert d'argent ainsi de suite, mais les chefs de l'État n'ont pas besoin de mettre la main dans la caisse de l'État sans autorisation des différentes institutions. Il y a tout un circuit de procédures qui doit être respecté. Vous comprenez? C'est sous Félix Tshisekedi que nous avons connu un budget de plus de 10 milliards de dollars, mon frère. Nous avons connu des réserves de banque allant au-delà de 8 milliards de dollars. C'est de la magie. On a ouvert une régime financière sous Félix Tshisekedi multiplié, quantifié nos recettes. C'est Kabonde était là. Aujourd'hui, Kabonde était inconnu. Venant de rien. Tshisekedi a fabriqué Kabonde. Tshisekedi a aidé Kabonde à devenir ce qu'il est aujourd'hui, même si on ne peut pas être jamais de ce qu'il est, même si c'est le mec qui est le mais de toute façon, Kabonde a menti le peuple congolais. On ne peut pas mentir le peuple congolais pour prétendre devenir président de l'État. Nous avons refusé cette politique de la médiocrité où vous devez prêcher par la haine, par le mensonge, pendant que ce qui s'est fait sur le terrain, c'est autre chose. Et vous savez, pendant que Kabonde a engendré ces désordres dans cette opposition fictive qui relève, qui est le fruit de sa haine, à l'est du pays, nous sommes menacés. Nous devions le comporter en une personne pour repousser l'ennemi d'une manière ou d'une autre, motiver notre armée de pouvoir faire un bon travail. Nous avons Kabonde, c'est la force de la haine et le positionnement politique. La frustration, bien sûr, que la frustration est légitime, mais on doit tenir compte de l'intérêt général du peuple. Personne ne refuse à Kabonde de faire cette opposition. Mais le mal que détestent les Congolais, c'est le mensonge, la haine, la médiocrité dans le chef de Kabonde. Vous comprenez? Donc, je vous
ce que je voudrais vous dire, c'est que les Congolais sont mécontents du comportement des Cameroun, les propos proférés par le Cameroun à l'endroit du chef des préfets du Tshisekedi. Brièvement, ce que je voudrais vous dire, c'est que les sorties Cameroun ne faillent personne, on n'a pas peur de rien. Nous, nous prêchons par la vérité, par les actions. Vous êtes en train de voir comment les choses de l'État agissent. La reprise de votre comportement dans tous les secteurs d'application sur les plans sanitaires et personnels. Pour la première fois en Afrique, vous avez un pays qui donne la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité. Vous comprenez? Le infrastructure de base, le chef de l'État agit positivement. Vous avez un président démocrate. Et vous avez la liberté d'expression, la liberté de la presse. Tout le monde est libre. Dans un pays où les gens parlent même insulter le chef de l'État, ils ne sont pas inquiétés. Cameroun devrait mettre de l'eau dans sa bouche et dire aux Congolais que je devrais présenter les excuses au peuple congolais parce que nous sommes dans le peuple nature. Nous avons été beaucoup roulés par le régime Kabila et tout ce qui est dit, je le viens pour corriger. Et n'est-ce pas, corriger les insuffisances du kabylisme, et cela se caractérise par la mise en place des structures fortes, de lutte contre la corruption et des structures qui vont dans le sens de maximiser recettes afin de répondre favorablement aux développements de notre population. Voilà, M. Mardoché, vous êtes le communicant. Oui, vous êtes en même temps le communicant du président de la République que nous avons présenté tout à l'heure. Il est vrai que cette dénonciation des discours des Gabons de vous gêne. Bon, de toutes les façons, l'initiation des discours de Gabon ne gêne pas parce que moi, je m'abstiens de ne pas attaquer Gabon individuellement. Moi, je me dis qu'on peut pas le Gabon. Et je dis que ce sont des mensonges. Petit à petit, nous allons le prouver à travers les actions. Quand Gabon dit qu'ils s'étaient organisés pour un glissement, mais c'est un mensonge. La Chine s'organise, nous avons des matériels qui sont déjà pour l'enrôlement. En 2023, il y aura bel et bien des élections parce que le chef de l'État l'avait dit qu'il respectera notre constitution. Et au cas des fautes majeures que nous avons connues dans notre pays, l'avènement de l'insécurité récurrente et permanente dans le sud du pays, je prends aussi l'exemple avec le Covid-19 qui a bouleversé l'économie de la République parce que nous sommes un pays faible sur le plan de l'économie. Il y a beaucoup de choses qui ont arrivé, mais je sais qu'il tient, il y a toujours des efforts, la maximisation de la recette, et nous allons financer les élections nous-mêmes. Gabon va avoir un argument à dire aux Congolais lorsqu'il y aura des élections en 2023. En dehors de ça, le pays ne se développe pas comme avant qu'il ne pas de développement, parce que ce pays était dans le marasme, le pays était par terre, et l'état des lieux qui nous apportait beaucoup de choses, et ça, c'est trouvé devant beaucoup de réalités très difficiles où il y avait sorti des agréables avec des personnes bien intentionnées qui pouvaient aider petit à petit à révéler ce pays. C'est un processus. Le pays, c'est un pays continent. La RDC, c'est un pays qui était venu, n'est-ce pas, dans la poche du diable, avec des contrats d'abonnement dans le secteur minier. C'est ce qui est en train de délivrer ce pays à travers son plan d'action, son projet de société très important, qui est en train de répondre aux besoins de notre patrie. Lorsque M. Gabon nous parle des jets privés qui amènent des dollars dans les paradis fiscaux, à insu de la vision de la visibilité de tout Congolais, est-ce que tout ça c'est de fausses déclarations? Ce sont de très fausses déclarations. Encore nous disons acteur incumbit probation. Celui qui allègue un fait à la chambre d'accusation. Il a été déterré la justice pour qu'il donne des preuves qui justifient que le chef de l'État est en train de faire ce qu'il a dit. Mais M. Mardoché, vous êtes d'accord avec moi que les détournements bien organisés n'ont pas de preuves, hein? Ne laissent pas de preuves, hein? Voilà, mais le détournement bien organisé, ça n'a pas de preuves inutiles d'en parler, parce que dans notre loi, c'est les détournements, c'est des détournements reconnus par nous. Quand tu se parle de détournement, quand il dit c'est bien organisé, c'est-à-dire qu'il connaît les circuits, il participait à ça. C'est à lui qui a placé comme il a dénoncé, il vous prouve. C'est pourquoi la loi dit, c'est lui qui allègue en fait à la charge de la prouver. C'est-à-dire c'est à lui de prouver à notre place qu'il a acquis le souveraineté dans son peuple. Je ne veux pas qu'il y ait le souverain primaire. C'est pour légitimer le pouvoir du Sénégal à son peuple. Mais c'est à lui maintenant de prouver pour enfoncer le chef de l'État comme il veut l'enfoncer devant la justice avec le plan de l'ONU. Voilà comment l'argent sort, voilà comment l'argent sort. Mais si c'est pas le problème, ce sont des accusations gratuites et qui méritent des sanctions. Mettons en parallèle toutes les défections que les Congolais vont observer sous Kabila. D'une part, il y avait eu Vital Kamerhe qui avait quitté le président Kabila en son temps, suivi de Moïse Katumbi qui a également quitté le président Kabila en son temps. Les deux n'ont pas fait les déclarations fracassantes comme Katumbi.
Ils sont partis avec élégance lorsqu'ils ont quitté Kabila. Par contre, Kaboul, quand ils quittent avec la colère, et donc ça veut dire que ce monsieur a des choses à dire. Et donc, il y a moyen de lui donner crédit, il y a moyen de lui donner crédit dans les déclarations qu'il fait parce que il y a les Congolais, la plupart des Congolais constatent aujourd'hui que le Congo n'avance pas à cause des détournements qui sont organisés par le système Tshisekedi. Donc, Kaboul est un détonateur, justement, c'est un détonateur aujourd'hui qui vient éclairer le peuple congolais de ce qui se cache. Mais nous ne sommes pas contre. Quand quelqu'un porte des accusations, on a beau voir si ces accusations sont vraies ou pas. Jusqu'à maintenant, on n'a pas prouvé. Je voudrais vous dire une chose sur Kaboul. Kaboul, d'abord, c'est quelqu'un qui est devenu politique, mais il était, excusez-moi le terme, c'est quelqu'un qui a appris à devenir étudiant tout en étant aux institutions. Donc il apprend aussi, il y a plus de l'amateurisme, mais l'immaturité en lui, c'est que les études, le Congolais va couiller. Vous comprenez? Donc quand on prend des personnes pareilles, il doit être vigilant pour le gérer. Donc il ne connaît rien de tout ce qu'il fait, et il prétend devenir président public, on ne peut pas devenir président public si on prêche pas les antivaleurs, le mensonge, la médiocrité et le séparatisme. Vous comprenez? On prêche pas le valeur et lorsqu'on peut porter des acquisitions, on porte avec élégance, avec de preuves. Et le peuple va se rendre compte que oui, le régime nous trompe. Et lorsqu'on sort, la frustration est légitime, bien sûr, mais il y a une bonne dose de manque de maturité dans le région de Kaboul. Et ce n'est pas un bon dirigeant même pour être bourgmestre de commune. Lorsqu'il parle des jouissances, le régime des jouisseurs, quelle est votre réaction? Est-ce que la jouissance ne se fait pas voir au quotidien? La jouissance est légitime, mon frère. La jouissance est légitime. Dans le droit des attributs de droit foncier ou les attributs de propriété, on vous dit qu'il y a trois attributs. Il y a l'usus, le fructus et la bosus. Donc, l'usus, c'est le droit de jouir, il est reconnu par la loi. Mais quand quelqu'un joue dans des conditions prévues par la loi, pourquoi ça doit faire mal à l'autre? Quand quelqu'un porte une belle costume, il a une belle titre, normalement, c'est un président public. La jouissance vient d'où? Et notre président public, ce n'est pas un divers, vous ne verrez pas de nuit. C'est un président respectable père de famille qui se bat pour son peuple. Et la jouissance vient d'où? Après, on a une belle maison qui est activée sur le régime de Tshisekedi. Alors, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Vous savez, au Congo, il y a deux classes. Il y a la classe des plus riches et des plus pauvres. Il n'y a pas la classe moyenne parce que le régime passé, que ce soit Mobutu, que ce soit Kabila, ne nous ont pas aidés, n'est-ce pas, dans la création d'emplois pour obtenir la classe moyenne. Pourquoi vous voyez de toute façon ceux qui n'ont pas, jaloux ceux qui ont. De toute façon, peut-être président public, quand on parle de la jouissance, on doit s'aider. Il joue quoi? Qu'est-ce que tu sais qu'il y a de spécial? Tshisekedi n'a pas de dette privée. Tshisekedi a un avion officiel de la République qui le met partout. Je n'ai pas vu les enfants de Tshisekedi distribuer l'argent comme c'était à l'époque de Kabila. Mais c'est du n'importe quoi, mon frère. Ce sont des raconteurs de cancans dans l'objectif de salir le Il parle également d'une certaine jouissance, hein, la jouissance à outrance. La jouissance à outrance qui est constatée par la plupart des Congolais, et lui, il vient porter ça sur la place publique. Admettons que demain Kaboul apporte des preuves devant la justice. Quelle sera la réaction de tous les membres des partisans du président de la République? Et si jamais Kaboul apporte des preuves devant la justice, ça ne va pas déranger le système? Mais non, on n'a pas de preuves, mon frère. Ne vous en faites pas, nous sommes libres. Comme des penseurs de mer, nous sommes très à l'aise. Nous voudrons voir Kaboul avec des preuves. D'abord, il n'y en aura pas. Mais ce que je voudrais vous dire sous le régime de Tshisekedi, un grand jouisseur qui a mis des choses en difficulté, c'est Kaboul. Kaboul qui a occupé illégalement des carrés miniers dans le Katanga ici, l'exploitation ici, il ne payait même pas de taxes de l'État. Je connais Kaboul avec des carrés miniers ici, il y a plein de copies de partout, il importait des femmes pour les amener dans le Katanga. Ces gens qui ne payaient pas, qui vont faire la loi du plus fort. Mais pourquoi n'avait-il pas été dénoncé? Pourquoi n'avait pas été dénoncé en ce temps-là, lorsque vous avez fait ce constat-là, parce que vous dites que nous sommes dans un état de droit? Alors qu'il était le président de la République, il n'a pas été dénoncé. Pourquoi? Ça a été dénoncé, même à l'époque où Kaboul n'avait même pas encore démissionné à son poste du premier président. Nous avions en effet un monsieur très orgueilleux qui agit, qui part sans souci. C'est connu de tous. Est-ce que vous avez saisi la justice en son temps? Vous avez saisi la justice en son temps pour dénoncer ce monsieur? À notre niveau, nous portons des dénonciations. C'est à la justice de se saisir d'office pour enquêter. Vous comprenez? C'est ça. Eh bien voilà, M. Mardoché. M. Mardoché, nous sommes arrivés au terme de notre grand dialogue de cet après-midi. Avant que vous ayez un dernier mot sur Mme Asuka, que vous êtes le porte-voix, et également sur la situation de M. Kaboul.
est-ce qu'avez-vous Oui. un dernier mot pour chaque point? Je commence d'abord par rendre hommage au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pour sa bonne foi, sa détermination de pouvoir changer le Congo, amener ce Congo vers l'émergence. Je salue aussi la bravoure, la détermination et la conscience, le patriotisme de notre Excellence Fifi Massoukaseni, la gouverneure du là-bas, par, n'est-ce pas, sa détermination, son courage de poser la vision chef de l'État en position, donc en pleine conscience de cause. Et il pose des jalons, ceci se remarque à travers des élections impact visibles. Nous dépendons à tout le peuple congolais. Il fait confiance en notre pouvoir de soutenir le chef d'État et lui donner les apports pour la concrétisation de sa vie. Et j'appelle tous les Congolais, n'est-ce pas, d'observer la médiocrité de ces Cameroun, de les juger. Alors, nous appelons notre population au calme, et appuyer nos frères RDC à l'est du pays, et prier aussi pour la paix à l'est de notre pays. Voilà, M. Mardoché, merci beaucoup. Hein. Merci en tout cas de votre présence à cette édition de l'après-midi de ce mardi 3 août 2022. Merci d'être passé à nos antennes en tout cas. Nous souhaitons en tout cas bonne chance là où vous êtes dans toutes vos activités. Que ceux-ci seront entendus justement aux oreilles des dirigeants de la République démocratique du Congo. Merci M. Mardoché, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes à la fin donc de notre édition, nous sommes à la fin de ce programme. Vous avez suivi le grand dialogue de ce mardi 3 août 2022. Et donc, c'est avec beaucoup d'attention hein, que nous vous quittons, la main dans le cœur, après avoir écouté M. Mardoché, le communicant principal de Mme Massouka, donc gouverneur du vice-gouverneur de là-bas. Et communicant du chef de l'État, congolais, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc cette édition vous a été présentée par René Roche Kitoko, journaliste à Eras News. Merci et nous allons encore revenir dans notre édition de ce soir pour vous donner d'autres informations comme d'habitude. Merci donc que la voix de Dieu, les esprits des ancêtres vous protègent là où vous êtes en tout cas et que nous allons continuer toujours nos échanges dans les différentes émissions et nous serons toujours prêts à partager avec vous les différentes communications des décideurs de la République démocratique du Congo ainsi que de l'Afrique entière. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.